Rebonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé « Trucs et astuces dans Power BI pour optimiser vos rapports financiers ». Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est André Deblois et pour les 50 prochaines minutes, je serai votre modérateur. Le webinaire aujourd'hui abordera plusieurs trucs et astuces qui vous aideront à mieux exploiter toutes les fonctionnalités de Power BI et ainsi maximiser et améliorer votre utilisation de Power BI. Vous y apprendrez donc comment gérer et comment créer des mesures qui s'exécutent dans différents contextes temporels. Vous y apprendrez aussi comment simplifier la représentation de vos informations financières grâce aux fonctions DAX. Et vous apprendrez aussi comment construire un visuel de type tooltip ou infobulle. Les présentateurs du webinaire aujourd'hui sont Régent Godin, associé et cofondateur de Faction A. Régent compte plus de 25 années d'expérience en finance et il est très sensible aux défis et enjeux de ce domaine. Le deuxième présentateur est Derek Sanson. Derek est conseiller en solutions analytiques. Derek est détenteur d'une maîtrise en intelligence d'affaires et il est un praticien d'expérience relativement aux solutions analytiques spécifiques au domaine de la finance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions par clavardage tout au long du webinaire. À la toute fin, nous allons répondre aux questions reçues et si jamais nous manquons de temps, nous répondrons aux questions individuellement à la suite du webinaire. Nous vous invitons donc à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. Finalement, j'aimerais vous rappeler que vous aurez accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Ce webinaire est enregistré et sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager avec vos collègues. Nous vous enverrons un courriel à cet effet, vous donnant les hyperliens vous permettant d'accéder à l'enregistrement ainsi qu'à la présentation. Sans plus tarder, jetons un coup d'œil à l'agenda. Régent abordera les principales étapes du processus de production de rapports financiers dans un contexte plus traditionnel dans un premier temps et dans un contexte plus dynamique par la suite. Derek couvrira les trucs et astuces dans Power BI avec des démonstrations en direct. Régent reviendra avec une petite pause publicitaire et une conclusion. Et je reviendrai à la période de questions pour répondre aux différentes questions que nous aurons reçues par clavardage. Sur ce, je vais céder le plancher à Régent afin qu'il nous mette au diapason des différentes options, au diapason dans le processus de production de rapports financiers. Donc, je vais céder le contrôle à Régent de ce pas. Oui, merci beaucoup, André. Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de ce matin. Je vais juste passer à travers le processus de production de rapports financiers. Ça va mettre en contexte Power BI. Où est-ce que Power BI se situe là-dedans? Okay? Bon, généralement, ce qu'on fait, en tout cas, moi, j'ai fait ça depuis plusieurs années, là, on prenait les données de systèmes opérationnels différents. Bon, on les voit ici, là, il y a Lawson, SAP, Microsoft Dynamics. Puis là, on va classer ça en achats. Ben là, on pourrait faire les achats, les ventes, le mouvement d'inventaire. Puis là, ce qu'on va vouloir placer toutes nos données dans des tableaux différents pour ensuite les classer par succursale, par produit, par géographie, par client. Qu'est-ce que je viens de faire? Dans le fond, j'ai pris des transactions et qui, en fait, des tables de faits, c'est les faits, les vraies données. Puis là, je les ai mis puis j'ai mis des dimensions. Succursale, produit, géographie, client, etc. Fait que ça, là, on fait tout avec Excel. Ensuite de ça, ce qu'on fait, bien, pour les meilleurs d'entre nous, ils vont être capables de faire un modèle comme ça. On appelle ça un Power Pivot ou tableau croisé dynamique. Mais en fait, on voit dans le centre ici, j'ai ma table de faits, puis alentour, j'ai toutes mes dimensions. Ça, c'est pour les meilleurs d'entre nous là, qui sont capables de faire ça avec Excel. Puis ensuite, bon, ben là, maintenant que j'ai toutes mes données, je les ai toutes classées, j'ai toutes mes dimensions, ben là, je vais produire mes rapports. On va tout faire des rapports pour le directeur des ventes, le directeur de production, pour le vice-président, etc. Fait que là, je fais tous mes rapports. Pourquoi? Pour éventuellement tous les envoyer par courriel. Hein, je vais avoir le format PDF et le format Excel. Un coup de ça, c'est terminé. Je les ai toutes validées, vraiment vérifiées. Là, j'envoie ça par courriel Outlook. Souvent, là, bon. Bref, un coup, les gens reçoivent le rapport. C'est des rapports statiques. Hein, ils ne peuvent pas bouger.
là, je dis statique, mais des fois, je sais que les gens envoient des rapports Excel, puis ils peuvent driller dedans un peu, puis on peut aller voir un petit peu plus loin. Mais on va dire que c'est tous des rapports statiques pour la plupart du temps. Bon, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on remplace tous les chiffriers Excel, hein, parce que si vous utilisez toutes les technologies Microsoft au complet, vous prenez les rapports des données directement des systèmes opérationnels comme des chiffriers Excel, vous les mettez dans un système qui s'appelle Integration Services. Ça, c'est une technologie Microsoft. Pourquoi? En fait, on va transformer puis on va uniformiser les données pour bâtir un entrepôt de données. Un coup qu'on a l'entrepôt de données, c'est de là qu'on va, par exemple, mettre, on appelle ça un cube, on va mettre pour les meilleurs d'entre nous, il s'est déjà fait, on va mettre la table de fait, toutes les dimensions. En fait, toute la documentation, comment est-ce que ça a été bâti, on va le mettre par-dessus l'entrepôt de données parce qu'on a tous les écrans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va, nous, avec le nouveau système, un coup qu'on a fait le cube, bien là, on va produire nos rapports à travers Power BI. Puis là, on va avoir, ça, c'est l'outil de visualisation dans le fond. Puis là, bien, on va créer des tableaux de bord puis tout. C'est ça, dans le fond, qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire ça? On a utilisé SQL Server, Integration Services, Analysis Services qui fait le cube. Dans le fond, le cube étant la table de fait et les dimensions. Puis par-dessus ça, on a mis Power BI, qui est l'outil de visualisation. Pour ceux qui connaissent un peu Power BI, là, il y a des gens qui peuvent arriver et dire « Ah oui, mais écoute, Integration Services, Analysis Services, on peut mettre un cube dans Power BI et on pourrait faire aussi un peu d'intégration. » La réponse est oui, mais par contre, il faut faire attention, on ne peut pas mettre beaucoup de volume là-dedans. Hein? Puis ça a beaucoup de limites. C'est pour ça que nous, on va préférer mettre la base de données en dessous pour pouvoir alimenter Power BI d'une façon plus robuste, dans le fond. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste la portion Power BI qui est au-dessus. On ne parlera pas des autres couches en dessous. On va assumer que ça, vous avez déjà ça. On part de Power BI, on va regarder une modélisation d'une table de date, on va regarder pour la gestion et création de mesures à dimension temporelle, gestion des unités de fonction, puis on va avoir un tooltip ici à la fin qu'on peut créer avec Power BI. Fait que sans plus tarder, je vous passe Derek qui va tout vous montrer à travers une démonstration toutes les fonctionnalités BI qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Régent. D'abord et avant tout, là, commençons par la modélisation d'une table de date. Il y a différentes contraintes quand on travaille avec un modèle en étoile. Ce qu'il faut garder en tête la plupart du temps, c'est que notre table de fait, donc l'élément où est-ce qu'on a des transactions, qu'on a la table où on veut avoir des statistiques, puis avoir de l'information pour analyser, doit toujours être au niveau d'analyse le plus fin. Donc, dans le domaine, on appelle ça le niveau d'agrégation. Donc, l'agrégat, on veut qu'il soit le plus fin possible. Et pour ce faire, on va le bâtir en fonction des dimensions qui sont liées. Puis une dimension date, évidemment, c'est tous les éléments temporels qu'on va imposer à notre analyse. Donc, ça va être mes clés de date, donc les jours, les trimestres, les mois, les années. Donc, tout ça, c'est des niveaux d'agrégat qui sont plus ou moins petits. Mais ma dimension doit toujours conserver le niveau le plus fin. Et puis, c'est avec ce niveau le plus fin-là que je vais spécifier ma clé. Donc, ici, à l'image qu'on voit, là, j'ai une table de fait la table de fait finance dans un modèle, un modèle typique de financier, puis une table de date. Donc, l'agrandissement de la table finance, ce que je vais avoir à l'intérieur, c'est que je vais avoir l'ensemble de mes clés, puis évidemment, les transactions. Donc, ça va être des montants. Bon, ici, à gauche, j'ai ma clé de date, puis évidemment, on va retrouver la même clé dans ma dimension de date. Et puis, on va être capable de faire une relation entre les deux pour finalement être capable de produire des filtres qui vont aller chercher la valeur que je veux dans ma dimension. Donc, je vais être capable de contextualiser mon analyse. Puis là, ici, on voit que c'est une relation de 1 à plusieurs. Souvent, dans le cas des modèles en étoile, c'est des relations de 1 à plusieurs parce qu'évidemment, dans ma dimension, je conserve l'attribut unique de mon analyse. Puis, dans ma table de fait, évidemment, elle peut se passer je peux avoir plusieurs transactions qui se produisent au même moment. Donc, évidemment, je vais avoir plusieurs clés de date. Plusieurs fois, je vais retrouver la même clé de date, finalement. Donc,
Concrètement, bon, à quoi va ressembler une table de date? Je peux passer là, dans Excel pour vous montrer tout simplement. Donc, évidemment, vous ne serez pas surpris. Là. J'ai une table de date ici, donc on va retrouver ma clé, on va retrouver, comme je disais, les années, les trimestres, etc. Puis, ma full date alternate key. Voyons-là comme la business key, finalement, c'est l'élément le plus petit d'agrégat sur lequel je vais me baser pour produire ma clé. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est avec Power BI. C'est sûr qu'on oublie un peu le stack Microsoft que Régent vous a présenté tantôt. On va y aller vraiment comme avec un fichier PBIX qui est sourcé avec du Excel. Donc, je vais rajouter une table de date. Puis, c'est cette table de date-là, en fait, que je vais rajouter à mon modèle. Donc, je vais ouvrir Power BI. J'ai déjà le modèle ici. Donc, je vais aller ajouter la table de date, pardon, qui est dans mon Excel. Donc, je vais juste fermer mon Excel pour pas que ça crée de conflit, parce que lorsqu'on veut importer une table qui est dans un fichier ouvert, évidemment, bien, ça crée un conflit, donc on n'est pas capable de le faire. Bon. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Get Data. Je vais choisir Excel à gauche. Et puis là, je vais aller chercher, j'avais déjà créé mon fichier pour les fins du séminaire aujourd'hui. Donc, Open. Et puis là, dans le fond, il va aller se connecter sur le modèle en étoile. Il va aller se connecter, pardon, sur le fichier Excel. Et puis là, je vais sélectionner ma table de date. Donc, je fais Load. Et tout simplement, aussi simple que ça, j'ai une table de date qui vient s'intégrer au modèle. Là, cette table-là, j'ai des modifications à faire. J'ai du travail à faire dessus. Il faut que j'aille dans Edit Queries. Et puis, c'est dans Edit Queries, dans le fond, de l'application Power BI qu'on va faire différentes modifications par rapport à l'extraction de la donnée. Donc là, ici, j'ai ma table de date. Donc, je pense que Power BI, oui, Power BI, il a repéré rapidement les formats de champs, que je vais avoir besoin pour mon analyse. Mais parfois, dans certains cas, il faut le forcer. Il faudrait que je dise ici, dans ce cas-ci, ce serait, si c'était des lettres, il faudrait que je dise, ben, c'est du texte qui est là, etc. Là, dans ce cas-ci, il a bien spécifié chacun des formats, du moins à première vue. Donc là, on est certain que finalement, il va reconnaître les dates comme des dates et non pas comme du texte ou des numéros, etc. Donc, lorsqu'on a fait des changements, s'il y en avait eu, je ferais Close and Apply à ce moment-là. Et puis là, je vais vous montrer concrètement dans le modèle comment ça se réalise. J'avais déjà une dim date sur mon modèle, là, dans le fond, parce qu'il a déjà créé, mes mesures sont créées en conséquence, donc c'est juste à des fins d'exemple que je n'ai importé un autre. Mais ça peut vous montrer aussi une des fonctionnalités de Power BI qui est de finalement créer des relations automatiquement. Et puis, on ne peut pas se reposer entièrement toute notre confiance sur l'outil parce qu'elle crée des relations des fois qui ne font pas de sens au niveau business. Comme là, ici, j'ai 2 dimensions date, puis automatiquement, il crée une relation entre mes 2 dimensions, mais il n'en a pas créé avec la table de fait finance, alors que c'est ce que c'est ce qu'il aurait fallu. Donc là, oublions la table que je viens d'importer parce que c'est la même en fait, c'est juste pour vous montrer le processus, donc je vais la supprimer. Puis, on va finalement terminer la relation. Donc, imaginons que la dim date qui est ici, c'est la table que je viens d'importer. Donc là, je vais aller tout simplement avec drag and drop, connecter ma table avec mon modèle. Et puis, par défaut, comme il était présenté dans PowerPoint, il va me créer ma relation de 1 à plusieurs. Parfois, il faut éditer la relation, dire ben, c'est pas de ce sens-là qu'il faut filtrer, mais de l'autre sens, etc. Dans le cas de modèles qui sont plus complexes ou qu'il y a des relations de plusieurs à plusieurs, qu'il faut créer des tas de ponts, etc. Et dans ce cas-ci, c'est un modèle assez simple. Il crée la relation par défaut. Et puis là, quand je retourne dans mon reporting, on voit que, bon, là, c'est un tableau de bord qui est assez simplifié pour les fins du séminaire, mais bon, on voit que, grosso modo, l'aperçu général de la performance, bien là, les éléments temporels sont considérés. Donc, mes mesures se sont filtrées en fonction de si c'est un cumul. Donc, je vois vraiment que j'ai un cumul temporel qui est fait. Puis, tantôt, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chacune de mes barres était égale parce qu'il n'était pas capable de reconnaître finalement la répartition dans le temps de mes mesures. Bon, ça, c'est ce qui concerne la table de date. Ceci étant dit, je vais vous montrer un peu le principe
de calcul des mesures. Bon, là, ici, je vous l'ai dit là, tantôt, là, la clé de date, que ce soit le plus petit élément d'analyse, puis évidemment, les colonnes qui sont dans la table de date, ce sont mes éléments d'agrégat qui sont plus gros, donc sont pour contextualiser finalement mes analyses. Bon, pour ce qui est des mesures, Power BI fonctionne d'une certaine manière. En fait, c'est les modèles tabulaires en général. Donc, la technologie SSAS aussi, mode tabulaire, a le même principe. Donc, il y a des mesures qui sont faites et puis elles permettent finalement de summariser l'information en fonction d'agrégats et de filtres que l'usager va faire. Bon. Par exemple, ici, j'aurais une mesure montant. OK, donc, puis là, ce que vous voyez ici, c'est le DAX, qui est le langage de calcul de formules pour les modèles tabulaires. Donc, je fais un calculate qui me permet finalement de faire une somme des montants dans une table de faits finance, entre autres. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se produit lorsque j'applique un filtre dans mon rapport, puis que c'est cette mesure-là que je veux calculer? Bon, d'abord, si mon filtre, c'est janvier 2018, il va en premier sélectionner toutes les années 2018. Et puis après, il va sélectionner le mois de janvier. Donc, ça vient dans ma dimension sélectionner les clés de date qui correspondent à ma sélection. Ensuite de ça, comme il y a une relation de 1 à plusieurs dans mon modèle, finalement, comme il y a une relation de 1 à plusieurs, on va aller pointer sur les clés qui correspondent à les éléments filtrés dans ma dimension. Donc, dans ce cas-ci, je sélectionne le 1er, 2 et 3 janvier 2018 dans ma table de faits. Et comme j'ai dit dans ma mesure que c'était la colonne de montant que je prenais, bien évidemment, il va pointer sur les bonnes mesures. Donc là, il ferait le cumul de 5 plus 3 plus 6. Bon, ça nous donnerait le résultat de 14. Donc, c'est aussi simple que ça que la mesure fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut comparer deux éléments à dimension temporelle différents dans un même visuel? À gauche, ce que vous voyez, c'est une mesure de revenus et de dépenses, mais essentiellement, c'est la logique que je viens de vous expliquer. Donc, c'est assez simple. Je sélectionne l'année 2013, ça me présente les revenus de l'année 2013 et les dépenses de l'année 2013. Mais qu'est-ce que je fais quand je veux comparer, pas en fonction d'un budget ou en fonction d'un autre pays ou en fonction, si je veux comparer en fonction d'une période précédente, mais si je veux comparer en fonction de la période précédente, je dois quand même sélectionner la période actuelle pour l'avoir dans mon outil de visualisation. Mais c'est à ce moment-là que le same period last year va venir nous aider. En fait, le same period last year fait partie d'une catégorie de fonctions de DAX qui est le Time Intelligence. Et puis, le Time Intelligence, c'est des fonctions qui s'appliquent en contexte temporel. Et puis, Power BI sait comment réagir par rapport au contexte de sélection. Donc, je m'explique. Dans ce cas-ci, le same period last year, c'est qu'il fait un filtre sous-jacent. Il applique un filtre qu'on appelle ALL, A-L-L, en DAX. Et ce filtre-là, habituellement, il me permet de bloquer toutes les sélections qui sont faites sur une colonne ou une table donnée. Donc, le same period last year fait un filtre ALL sous-jacent. Et puis après, il va aller pointer la date -1 de ma dimension. Donc, dans ce cas-ci, il va dire, OK, sélectionne pas juste l'année 2013, sélectionne-les toutes et puis va chercher l'année -1 que tu as sélectionnée. Donc là, je vais être capable à ce moment-là de pointer une période précédente à l'année sélectionnée et puis de les comparer la période actuelle avec la période précédente avec un même contexte de sélection. Bon, concrètement, je vais vous montrer comment ça se réalise. Donc, on peut retourner dans Power BI. Ici, j'ai déjà des mesures de créer. Et puis, il y a des comparatifs qui sont faits. Bon, ici, j'ai deux KPI qui sont l'année courante versus l'année précédente au niveau de la marge brute en pourcentage et en dollars. Et puis ici, ça pourrait être les revenus ou les dépenses ou autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les same period last year comme mesure dans mon tableau. Donc, pour les fins de séminaire, je les ai déjà créés. Et puis là,
on n'a pas besoin de recréer une mesure. Si j'ai déjà créé une mesure pour l'année courante, comme ici, j'ai créé les mesures de dépenses, revenus, marge brute et marge brute en pourcentage, je les avais déjà créées. Je peux réutiliser cette mesure-là, mais lui imputer la fonction du same period last year, et puis la magie de Power BI va s'exécuter. Donc, je vais créer chacune des mesures. Donc, ici, donc je vois à droite, là, je fais New Measure, puis là, je suis capable de ajouter mon filtre, mon code en DAX. Donc, dépenses d'année précédente. Je vais faire la même procédure pour chacune de mes mesures que j'ai créées. Donc, les revenus, New Measure, donc les revenus ici, same period last year. Et puis, le same period last year, il va s'exécuter évidemment sur ma clé dans ma dimension date. Donc, je ne vais pas aller l'imputer si j'ai, par exemple, ma clé de date dans ma table de faits. En fait, c'est sûr, je l'ai pour faire le lien. Donc, sur ma clé de date dans la table de faits, il ne faut pas que j'impute le same period last year sur celle-ci parce que le filtre all sous-jacent au same period last year ne s'appliquera pas. Donc, c'est bien important de pointer sur la dim date. Bon, là, j'ai créé mes 4 mesures ici. Donc, je vais aller ajouter. Puis là, je vais vous montrer un petit élément bien important dans Power BI, mais qui peut faire toute la différence puis éviter bien du cassement de tête. Donc, ici, j'ai la marge brute de l'année courante. Je veux le comparer à l'année précédente. Donc, je vais rajouter ma marge brute à droite que j'ai créée de l'année précédente. Je vais mettre dans mon target. Et puis là, c'est comme si je n'avais pas de données à l'année précédente, mais je sais que j'en ai. Donc, qu'est-ce qui fait ça? En fait, c'est que ma dimension date doit être spécifiée comme étant ma table de date. Et en fait, Power BI, parfois, ne reconnaîtra pas ma table qui a des dates à l'intérieur comme étant ma table officielle de date sur laquelle je peux appliquer mon Time Intelligence. Donc, il faut vraiment que j'aille le spécifier à Power BI. Ça arrive souvent quand il n'y a pas beaucoup d'attributs. Quand il y a beaucoup d'attributs, je veux dire. S'il y a beaucoup d'attributs, beaucoup de colonnes, Power BI, il ne va pas remarquer par défaut que c'est ma table de date. Donc, il faut que j'aille le dire manuellement. Donc, je fais clic droit sur dim date et puis là, je fais Mark as a date table, juste ici. Et en faisant ça, je sélectionne quelle est ma clé de date dans ma table de date, mais ma clé business. Donc, dans ce cas-ci, c'est le full date alternate key. Ma clé business, comme je disais, c'est le plus petit élément d'agrégation qui me sert à des fins d'analyse. Donc, c'est validé, c'est bon. Je fais OK. Et puis là, voyez-vous, j'ai une cible pour l'année précédente dans ma marge brute ici. Donc, il a repéré que, bon, le Time Intelligence fonctionne parce que c'est ma dim date et c'est officiel. Je l'ai dit à Power BI, donc il comprend que c'est ici que je vais aller gérer mes dates. Bon, fait que là, je peux ajouter mes mesures à l'ensemble de mes autres visuels. Donc, ma marge brute en pourcentage, on l'avait en dollars aussi, juste ici. Voilà, donc je le mets dans Target. Donc là, je peux faire des comparatifs. Ici, je pourrais comparer mes revenus, entre autres, avec les revenus de l'année précédente, par exemple. Et puis là, voyez-vous, j'ai un comparatif versus l'année précédente. Et puis là, je peux jouer avec ma dimension temporelle. Et puis, il va refaire le calcul à chaque fois. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant avec le same period last year. Puis là, je vous ai présenté le same period last year, mais il y en a un paquet de fonctions de Time Intelligence. Il y a du Date Add, il y a toutes sortes de fonctions, Parallel Period, un paquet d'affaires qui permettent de jouer avec la dimension de temps. Puis, évidemment, lorsqu'on commence à comprendre un peu la dynamique des modèles tabulaires dans Power BI, bien, ça évite vraiment beaucoup de cassement de tête. Donc, de retour à ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Le tooltip. Le tooltip ou infobulle en français, c'est un élément supplémentaire que Power BI met en place pour permettre une addition d'informations supplémentaires dans les visuels. Donc, en gros, c'est quoi? C'est lorsque je vais passer avec mon curseur au-dessus d'un visuel quelconque qui va me présenter l'information comme les catégories, la mesure qui est en place, etc. Et puis, dernièrement, en mars, Power BI, l'équipe de Microsoft ont sorti un nouveau tooltip
qui est plus personnalisé. Et puis, ce tooltip-là donne vraiment de l'information supplémentaire par rapport au visuel qu'on a mis en place. Donc, en gros, c'est un tooltip qui est de type dashboard finalement. Donc, on peut vraiment mettre ce qu'on veut dans le tooltip et puis il va réagir en fonction des éléments de filtre qui sont dans le rapport. Donc, on peut retourner au rapport Power BI. J'ai créé un tooltip ici. Donc, c'est vraiment un tooltip de base. Donc, les éléments de marge brute, la marge brute budgétée, les revenus, puis des dépenses par département pour une compagnie X. Et puis là, ce tooltip-là, il faut que j'aille l'activer, il faut que j'aille spécifier à mon rapport, que pour certains visuels, c'est celui-là que je veux qu'on présente. Donc, ici à droite, lorsque j'ai mon tooltip de sélectionner, ici à droite, il y a différentes choses. Donc, dans l'espèce de format, l'onglet de format de Power BI. D'abord, le page size. Je suis capable de spécifier un format de page personnalisé, mais Microsoft ont mis en place le format tooltip. Pourquoi pas l'utiliser? Il est déjà préfait. Donc, on prend le format tooltip. Et puis là, dans Page Information, je vais aller activer l'onglet tooltip. Et puis, lorsque j'active ça, c'est que je spécifie à Power BI que le visuel qui est là, c'est pas un visuel standard, c'est un tooltip, donc c'est un infobulle que je veux imputer à chacun de mes visuels, à chacun des visuels que je veux finalement. Donc, je viens d'activer mon tooltip, et puis là, ici, je serai capable dans l'onglet Filters ici, dans Tooltip Fields, d'ajouter des mesures pour lesquelles je voudrais que lorsqu'elles sont impliquées dans un visuel, le tooltip s'affiche. On peut faire ça de cette façon-là, ou on peut le spécifier manuellement pour un visuel donné. Donc, comment on va faire ça? C'est qu'on va aller, dans nos autres visuels. Ici, j'ai le tableau aperçu général. Et puis là, je vais aller activer mon tooltip. Donc, on descend en bas, on descend dans l'onglet du format, encore une fois, donc dans le format à droite. Puis là, je descends. En bas, voyez-vous, ici, j'ai tooltip. Donc, pour l'infobulle. Et puis là, je spécifie que j'utilise le tooltip au niveau de ce report page-là. Donc, je l'active. Et puis, je clique tooltip. Si j'avais écrit marge brute analyse ou ça aurait été marge brute analyse, là, dans ce cas-ci, c'est le nom que j'ai donné. En faisant ça, c'est que je spécifie que pour le visuel ici, j'utilise mon tooltip que j'ai créé. Et puis là, comme par magie, lorsque je passe au-dessus, j'ai un tooltip. Et puis, vous voyez bien qu'il se filtre en fonction des dates que qui sont affichées. Donc, c'est vraiment un élément d'analyse supplémentaire. Et puis là, je peux l'activer pour l'ensemble de mes éléments de rapport. Là. Donc, auto, je vais mettre tooltip. Puis encore là, voilà, mon tooltip est activé. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des limitations, évidemment. Je ne peux pas aller ouvrir un tooltip donné et après ça, m'en servir comme un rapport. Il va rester toujours au niveau de l'infobulle. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur puis me mettre à driller. D'autres trucs aussi, c'est que cette fonctionnalité-là de Microsoft s'applique seulement sur certains visuels. Vous comprendrez qu'il y a une librairie complète de custom visual qui est faite, qui est alimentée par un paquet de fournisseurs, dont Microsoft, mais aussi d'autres compagnies. Et puis, Microsoft ne peut pas assurer que le tooltip va fonctionner avec tous les visuels qui sont disponibles. Mais essentiellement, pour la majorité des visuels qu'on utilise, ça va fonctionner. Donc ici, je l'ai montré par exemple, j'ai un custom visual qui permet de produire un ranking de mes organisations en fonction de la marge brute. Donc là, j'ai vraiment une cote, finalement, pas un ranking, mais une cote donnée en fonction de la marge brute pour chacune de mes organisations. Là. Et puis, évidemment, le tooltip, je ne peux pas le faire parce que c'est un custom visual ici. Donc, je n'ai pas la possibilité d'aller ajouter mon tooltip. Donc, c'est important à savoir parce qu'on peut peut-être chercher pendant un petit bout lorsqu'on ne le sait pas. Je peux aller l'activer dans mon autre visuel, en fonction temporelle ici. Ici, encore là, c'est un custom visual, c'est des cards. Je ne pourrais pas l'ajouter.
mais je peux l'ajouter ici, par exemple. Donc, là, je peux aller l'ajouter là, à droite, port page on, je mets tooltip. Et puis là, voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'infobulle. Bon. La dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la fonction switch, mais utilisée pour un besoin bien spécifique, qui est de limiter les visuels dans une page, finalement, de rapport. Souvent, tu sais, dans ce cas-ci, dans ma page fonction temporelle, j'ai un visuel de l'actuel versus l'année précédente, mais au niveau des revenus. Hein. Ici, je voulais représenter dans cette page-là les revenus, les dépenses et la marge brute. Normalement, ce qu'on s'était porté à faire, c'est de créer deux autres graphiques qui vont donner cette information-là. Mais avec la fonction switch, on peut faire un petit truc qui va nous permettre d'avoir ces trois mesures-là qui vont être représentées dans mon rapport. Et puis, d'éviter que ça prenne trop de contenu, donc de surcharger mon rapport. Et puis, évidemment, ça va rajouter un aspect un peu plus intéressant là, en termes d'analyse pour l'usager final. Donc, première chose à faire dans ce cas-ci, c'est de me créer une table qui va me permettre de filtrer mes mesures. Parce que ce que je veux faire ici, c'est que je veux activer une mesure et puis lorsque je l'active, c'est elle qui serait représentée dans ce graphique-là. Donc, je conserverais toujours le même visuel, mais je changerais la mesure qui est à l'intérieur à l'aide d'une fonction switch. Bon. Ce qu'on va faire, la première chose, c'est de créer cette table-là qui va agir en tant que filtre. Donc, je vais aller directement dans Enter Data. Enter Data me permet, en haut à gauche, là, dans l'onglet Home de Power BI, me permet d'ajouter manuellement de la donnée. OK. Et puis là, j'avais déjà créé mes mesures, donc je vais rajouter les mêmes mesures. Donc, je vais rajouter un élément de filtre qui serait revenu. Ici, revenu. Je vais donner un nom à ma table, évidemment, qui est sélecteur de mesures. Juste ici. Voilà. Et ma colonne, sélection des mesures. Bon, comme ça. Bon, là, j'ai mes revenus. Je vais rajouter dépenses. Juste ici. Et évidemment, marge brute. Comme ça. Bon, en faisant ça, dans le fond, ce que je spécifie, c'est que ça va être des éléments que je vais sélectionner éventuellement et puis qui vont activer la mesure que je veux. Puis évidemment, la mesure va correspondre à l'élément sélectionné. Bon, une fois que j'ai créé ça, je fais load et puis il va me créer une nouvelle table qui, évidemment, dans laquelle je vais retrouver mes mesures. Bon, fait que là, je vais mettre en place un filtre. Un filtre dans lequel on va retrouver ces éléments-là. Là, on peut faire un petit travail au niveau esthétique. Je vais faire un filtre je vais enlever le header, puis je vais le mettre en horizontal. Bon, ça me crée comme des boutons d'action qui me permettent de jouer avec mon rapport. Là, actuellement, ces boutons-là servent juste, en fait, ils servent à rien. Là. Il n'y a rien qui est activé en fonction. Je peux cliquer n'importe où, il n'y a rien qui se passe. Et puis, vous aurez remarqué aussi que, bon, dépenses, marge brute, revenu. Si je veux spécifier revenu, dépenses, marge brute, je dois ordonnancer mes éléments d'une autre manière. Et pour ce faire, c'est dans Edit Query, c'est que je vais aller me rajouter une colonne d'index qui, elle, va me permettre d'ordonnancer mes mesures en fonction mes mesures en fonction du pardon, je vais aller ordonnancer mes éléments en fonction de ce que j'ai sélectionné puis en fonction de l'index que j'ai spécifié. Donc, sélecteur de mesure ici, je vais faire Add colonne en haut à droite, comme ça. Et puis là, je vais rajouter une colonne d'index. Là, je pourrais la partir de 0, 1, donc partons là de 0. Bon, là, une fois que cette colonne-là est créée, on est content, on va aller Close and Apply. Donc, il a rajouté cette colonne-là. Mais là,
je dois spécifier que j'ordonnance mes sélections de mesures en fonction des index. Donc, je m'en vais dans Modeling. Je vais sélectionner ma colonne sélection des mesures et puis je fais sort la colonne sélection des mesures by la colonne index. Et puis, comme par magie, mes revenus, mes dépenses et ma marge brute sont spécifiés dans l'ordre que je veux les représenter. Bon, une fois que c'est fait, je dois créer ma mesure qui va me permettre d'interchanger mes revenus, mes dépenses en fonction du filtre. Donc, je dois en premier lieu créer une mesure qui est une mesure, disons, une mesure pont, qui, elle, va représenter le résultat de ma sélection. Et puis, cette mesure-là, c'est une mesure, je l'ai appelée Select, OK? Mais c'est une mesure qui utilise le last non-blank. Et le last non-blank, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient chercher, évidemment, la dernière mesure, le dernier élément qui est pas blank, dans le fond, qui est pas vide. Donc, dans un cas où j'ai rien de sélectionné, il va prendre le premier, le dernier. Et puis, si je sélectionne quelque chose, évidemment, comme c'est la seule chose que j'ai sélectionnée, bien, il va prendre ma sélection. Donc, je vais aller ajouter cette mesure-là dans ma table des mesures. Je fais New Measure. Et puis là, je fais Select, Last Non-Blank, sélecteur de mesures, sélection des mesures. Et puis là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que j'ai créé mon select, je vais juste vous montrer je vais me créer un visuel rapidement là, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe concrètement, évidemment. Donc, je mets mon select dans mon fields. Et puis là, bon, là, je clique sur revenu. Évidemment, c'est revenu qui est sélectionné. Si je n'ai rien de sélectionné, par défaut, c'est revenu aussi. Si je clique sur dépenses, ça change la dépense et évidemment, marge brute encore une fois. Donc, c'est vraiment juste ça. C'est juste une mesure qui me permet de donner un élément unique à ma sélection. Bon, une fois que j'ai créé cette mesure-là, il me reste juste à créer ma mesure switch. Et puis, ma mesure switch, évidemment, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller tout simplement interchanger des mesures que j'ai déjà en fonction de ma sélection. Donc là, je vais aller ici, mes mesures, encore une fois, je fais New Measure, et là, je vais créer ma mesure switch. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Ici, j'ai la mesure revenu, dépenses, marge brute en dollars. Bon, là, s'il a un switch du select que j'ai créé, donc la mesure select, là, je dis, lorsque mon switch est égal lorsque ma sélection est égale au select, lorsque mon select est égal à revenu, imputer ma mesure revenu à mon visuel. Et lorsque je veux que ce soit, lorsque mon select est égal à dépenses, on met dépenses, et lorsque je veux marge brute, ben, c'est marge brute, évidemment. Donc, ça vient changer dynamiquement mon visuel. Une fois que j'ai créé ma mesure, je fais Enter. Je vais créer aussi celle pour l'année précédente, parce qu'on se rappelle que tout à l'heure, j'ai créé toutes mes mesures pour l'année précédente. Donc, je vais le faire rapidement pour avoir toujours un comparatif avec l'année précédente, mais dans ce cas-ci, il va être dynamique. Et puis là, je l'ajoute ici. Donc là, je viens rajouter ma nouvelle mesure, qui est celle-là ici, avec celle-là ici. Et là, on voit évidemment revenu versus revenu de l'année passée, ici, donc je peux le comparer. Et puis là, dépenses et marge brute. Et là, ça va changer dynamiquement, toujours année actuelle versus année précédente. Et puis, j'ai un tooltip aussi qui me permet de donner de l'information supplémentaire. Donc, tout ça, ça vient permettre à l'analyste de tirer encore des meilleures conclusions ou encore plus de flexibilité dans les analyses qu'il veut produire. Donc, c'était les petits trucs et astuces que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, vous allez toujours pouvoir me joindre par courriel qui vous a été transmis dans la présentation. Je vais remettre la parole à Régent, puis je vous remercie de votre attention. Merci, Derek. Écoutez, c'est la petite pause publicitaire aujourd'hui. Ce que j'avais à dire pour nos services, il faut retenir deux choses. En fait, on ne vend pas des produits Microsoft, on ne revend pas ça, puis on n'a pas de produits packagés non plus. Fait que nous, ce qu'on fait dans la vie, on ne fait que des services. Les services, ça va de la planification d'un projet jusqu'à la réalisation puis la mise en place d'un système complet. En gros, c'est ça, nos services. Mais retenez le fait qu'on ne vend pas de produits puis on n'a pas de produits packagés non plus.
En conclusion, ben, écoutez, ce qu'on a vu, c'est la modélisation d'une table de date. J'espère que ça a été utile pour vous. La création aussi de mesures à dimension temporelle, c'est quelque chose d'important. La gestion des unités avec la fonction switch, puis aussi le tooltip, c'est deux trucs un peu plus avancés. Pour ceux qui sont plus débutants par BI, c'est des choses que vous avez jamais vues, d'après moi. Fait que, bref, ben, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, puis ça a été utile dans vos défis personnels. En terminant, ben, écoutez, on va prendre les questions. André, écoute, on va prendre la première question parce que je sais qu'il y a eu des questions qui ont été écrites et posées pendant la présentation de Derek. Donc, première question, André. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Derek, aussi. Nous voici donc à la période de questions, puis on en a reçu quelques questions, puis on va prendre le temps de répondre à quelques-unes d'entre elles. Puis si on n'a pas le temps, question de temps, si on n'a pas le temps de répondre, ben on enverra les réponses écrites pour les questions qu'on ne répondra pas aujourd'hui. Première question, dans un contexte d'analyse, est-ce que Power BI offre plus de flexibilité en comparaison avec Excel? Bon, définitivement oui. Définitivement oui. Plus de flexibilité. Ne serait-ce que la discussion après au niveau des rapports et puis des tableaux de bord. Avec Power BI, c'est beaucoup plus facile. Puis en plus, c'est plus robuste qu'un chiffrier Excel sur lequel on peut changer les formules. Puis les gens peuvent altérer les chiffriers Excel, ce qui n'est pas le cas dans un truc Power BI. Ben oui, absolument. Il y a beaucoup plus de flexibilité. Est-ce que Power BI est plus sécuritaire? C'est une question qu'on a eue. Bon, la même chose. Écoute, c'est hyper sécuritaire dans le sens parce qu'on va définir des rôles, puis on va définir aussi un certain données qui vont être accessibles à certaines personnes et pas aux autres. Ça permet de faire ça avec Power BI très, très facilement. Tandis que nous, quand on envoie des courriels avec des chiffriers Excel, il peut y avoir des erreurs. J'envoie le mauvais tableau, les mauvaises données à une personne, même si on fait attention de tout vérifier ça. Des fois, le nombre de rapports, puis le nombre de clients aussi ou de personnes à qui on va distribuer les rapports est tellement nombreux qu'il y a un risque d'erreur. Qui n'est pas possible, je pense, en tout cas, pas je pense, mais c'est pas possible, c'est moins possible, si vous voulez, avec Power BI, parce que Power BI, on va définir les rôles. Un coup que le rôle est défini, c'est fini. Les données vont être distribuées de façon sécuritaire, dans le sens que ces données-là, c'est tout le temps, il ne verra pas d'autres données que celles que j'ai choisies. OK, c'est bon. Une autre question qu'on aura le temps de prendre, c'est la dernière qu'on va prendre ce matin, par la contrainte de temps. Avez-vous des suggestions de comment gérer plusieurs calendriers différents? Pour des calendriers fiscaux grégoriens, Julie. Oui, en fait, souvent, ce qu'on voit, on pourrait avoir plusieurs dimensions temporelles, mais là, il faut penser que si c'est ça le cas, il va falloir avoir une clé spécifique pour la dimension du temps que je veux imputer. Ceci étant dit, on peut tout simplement là, avoir plus d'attributs dans notre dimension temporelle. Et puis, j'aurais, c'est un cas qu'on voit couramment là, dans le milieu, j'aurais ma dimension temporelle avec tous les éléments que je veux en termes d'analyse pour le calendrier grégorien. Et puis là, j'irais rajouter les attributs de mon calendrier fiscal, par exemple. Donc là, j'aurais pour une clé de date donnée au niveau grégorien, donc si c'est le 1er février 2018, eh bien ma clé de date fiscale équivalente serait le 1er février 2019, par exemple. Et puis là, dans le fond, ce serait de cette manière-là que je fonctionnerais. Donc, je serais capable justement d'ajouter mes mois, mes trimestres, mes années fiscales par rapport à ma donnée de date réelle, finalement. Donc, on fait juste rajouter des attributs. Et puis, ça gère aussi simplement que ça. OK. Bien, merci beaucoup pour les réponses. Puis s'il y a d'autres questions, bien, comme mentionné plus tôt, n'hésitez pas à les envoyer soit à Régent ou Derek à votre convenance. Les coordonnées sont incluses dans la présentation. C'était la dernière question qu'on pouvait prendre. Juste peut-être faire un petit rappel que notre prochain webinaire sera le 2 mai prochain et portera sur 7 méthodes efficaces et sécuritaires de partager vos tableaux de bord avec l'externe. Donc, vous trouverez l'hyperlien pour l'inscription dans la présentation qui vous sera acheminée.
Donc, je vous rappelle encore une fois que vous recevrez un courriel vous donnant accès à l'enregistrement de ce webinaire ainsi qu'une copie de la présentation. En terminant, ceci essentiellement conclut notre webinaire aujourd'hui et nous vous remercions sincèrement du temps que vous avez accordé. Nous espérons avoir su partager une partie de nos connaissances dans un contexte de finance. Finalement, je vous invite à compléter notre co-sondage express afin de nous indiquer votre niveau de satisfaction. Votre opinion est très importante et compte beaucoup pour nous. Bonne fin de journée à tous et merci encore de votre temps aujourd'hui. Merci.